Les Pays-Bas frôlent l'effondrement. Amsterdam est la ville la plus chère d'Europe pour la location, avec 3 autres grandes villes néerlandaises aussi dans le top 10. Il y a seulement 20 ans, on pouvait acheter un logement à Amsterdam pour 225 000 euros. Aujourd'hui, ce chiffre est de 647 000. Cela équivaut à une hausse de plus de 180% en 20 ans. Mais Amsterdam n'est pas une exception. Partout dans le pays, les prix de l'immobilier ont grimpé en moyenne de 120% et la majorité de ces hausses ont eu lieu au cours de la dernière décennie. Sans surprise, les plus fortes augmentations ont eu lieu dans la région de la Randstad, un cercle de grandes villes dont Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht, toutes reliées par des banlieues et de petites villes. Au total, la Randstad abrite 8,1 millions de personnes, soit près de la moitié de la population totale des Pays-Bas. Dans la Randstad, même un salaire supérieur à la moyenne ne vous garantit pas un logement. Il vous faudrait débourser 452 000 euros, soit plus de 10 fois le salaire moyen simplement pour pouvoir vous offrir un logement typique. Cependant, les Pays-Bas restent vraiment incroyables, avec des transports en commun exceptionnels. Les infrastructures sont fascinantes et les pistes cyclables sont incomparables à celles de toute autre grande ville. Mais la réalité, c'est que les Pays-Bas n'ont jamais été conçus pour accueillir autant de monde. Et pour comprendre comment cette crise a commencé, il faut remonter à une époque où le pays a été obligé de se reconstruire à partir de zéro. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses infrastructures avaient été détruites par des centaines de bombardements durant l'occupation allemande. Rotterdam étant la plus touchée. En mai 1940, des bombardiers allemands ont détruit 25 000 maisons en une seule journée, anéantissant presque tout le centre historique de la ville. En 1945, un quartier résidentiel de La Haye a été bombardé par erreur par la Royal Air Force britannique. L'attaque a détruit près de 3300 maisons et a laissé 30 000 personnes sans abri. À la fin de la guerre, près d'un quart des habitations aux Pays-Bas étaient endommagées, provoquant une grave pénurie de logements. Le gouvernement a dû relever le défi de reconstruire le système de logement, ce qui nécessitait une intervention majeure. Les associations de logement, créées surtout pour loger les ouvriers industriels, furent strictement supervisées par le gouvernement. À une époque où la crise laissait peu de place au débat, le gouvernement a investi des milliards et lancé la construction de centaines de milliers de logements abordables dans tout le pays. Pendant des décennies, le système a très bien fonctionné. Le logement social est central dans l'État-providence néerlandais et, bien que les associations soient officiellement indépendantes, elles agissaient surtout comme une extension de l'État. Après-guerre, le logement social n'avait pas de plafond de revenus. Petits entrepreneurs, jeunes couples, universitaires, ouvriers et menuisiers cohabitaient. Les gens pouvaient, quel que soit leur revenu, choisir un logement social, louer dans le privé ou acheter une maison. Cela a eu pour conséquence que le nombre de personnes vivant dans un logement social est passé de seulement 13% avant la guerre à 37% en 1975. Mais après que la crise du logement ait été quelque peu atténuée, un autre problème a commencé à apparaître. Les Pays-Bas manquèrent de terrain à bâtir. Les Néerlandais ont historiquement trouvé des moyens ingénieux de créer de nouvelles terres. Voyez-vous, pendant des siècles, les Néerlandais ont gagné des terres sur la mer et les marécages pour étendre leur territoire. Par exemple, Flevoland, une province des Pays-Bas, depuis 1986, était complètement sous l'eau avant 1924. Mais grâce à un système très sophistiqué de digues, de dunes de sable, de canaux de drainage et de pompes mécaniques, qui étaient à l'origine alimentés par des moulins à vent puis par l'électricité, les Néerlandais ont progressivement asséché le fond marin et créé 2400 km² de nouvelles terres. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien, alors qu'autrefois les Pays-Bas pouvaient gagner des terres et donc s'étendre, ce n'est plus quelque chose qui en vaut la peine aujourd'hui. Le changement climatique entraîne la montée des eaux, des tempêtes extrêmes causant des inondations massives et des sécheresses dues à la chaleur, déstabilisant les terres récupérées. En fait, environ 59% du territoire est sujet aux inondations, dont 26% qui se trouvent sous le niveau de la mer. Ne pas poursuivre la récupération de terres pose aussi problème car cela limite l'espace disponible et aménageable. Mais ce qui pose aussi problème, c'est d'oublier de s'abonner, alors n'oubliez pas de le faire. En conséquence, les prix des terrains et des logements augmentent, aggravant la pénurie déjà extrême de logements. Aujourd'hui, les Pays-Bas font face à l'une des pénuries de terres les plus graves d'Europe. Et avec 18 millions d'habitants vivant sur un peu plus de 41 000 km², cela en fait l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Même sans de place pour s'étendre, de plus en plus de personnes arrivent.
Donc, même si continuer à gagner des terres sur la mer pouvait autrefois sembler être une solution facile et vieille de plusieurs siècles à la pénurie de logements, ce n'est plus quelque chose qui en vaut la peine aujourd'hui. Au final, c'est la tension entre ces deux objectifs qui a déclenché les changements qui allaient façonner les Pays-Bas en l'utopie urbaine verte qu'ils sont aujourd'hui. Voyez-vous, en raison de la densité du pays, les Néerlandais devaient éviter l'étalement urbain comme dans beaucoup de métropoles américaines. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur. De la Grande Dépression au krach financier de 2008, les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité à voiture à Houston ou l'expansion des banlieues de la métropole new-yorkaise vers le New Jersey et Long Island. Au lieu de cela, il devait concevoir des villes compactes et concentrer le développement dans des pôles de croissance définis, tout en protégeant de vastes espaces ruraux non urbanisés. C'était une stratégie appelée suburbanisation groupée. Il s'agit surtout de concentrer nouveaux logements et croissance économique dans ces zones pour mieux contrôler l'expansion urbaine. Les Pays-Bas ont ainsi concentré la majorité de leur population sur une petite zone urbaine. Environ 70% du territoire néerlandais est rural, et pourtant seulement 7,3% de la population vit dans les zones rurales. Nulle part ailleurs, cet équilibre entre ville et nature n'est aussi préservé que dans le Cœur Vert. Situé au centre de la Randstad, le Cœur Vert est un écosystème naturel couvrant environ 1800 km², rempli de pâturages, de tourbières, de prairies et de terres agricoles, et il est interdit d'y construire. La zone a été officialisée dans les années 1950 afin de préserver la nature face à l'expansion des villes d'Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht. Pour éviter la fusion de ces villes, les urbanistes néerlandais ont créé les Rijksbufferzones, des zones tampons protégées séparant les zones urbaines par des espaces verts. Ces zones tampons visaient à concentrer la croissance démographique près des villes existantes et dans des pôles de croissance désignés, mais ont rendu beaucoup plus difficile l'extension des villes selon leur propre logique. Le gouvernement contrôlait strictement la croissance, en imposant des limites sur des aspects comme la hauteur des nouveaux bâtiments, en préservant les vues panoramiques et en utilisant des outils économiques comme les taxes foncières et les subventions aux infrastructures pour maintenir la situation sous contrôle. Avec le temps, ces lois de zonage strictes ont fini par sembler être des chaînes freinant le développement urbain naturel. Non seulement les zones tampons étaient utilisées pour protéger la nature, mais elles servaient aussi à protéger les sites historique, ce qui, il faut le reconnaître, est une bonne chose. Le quartier des Canaux d'Amsterdam, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été divisé en zone centrale et zone tampon pour protéger les quartiers historiques de la ville. Cela a effectivement rendu le centre interdit au développement urbain moderne. Protéger ces maisons historiques permet de préserver le patrimoine culturel, favorise la réutilisation durable et stimule les économies locales grâce au tourisme. Mais encore une fois, l'espace est limité. Avec la consolidation du système d'urbanisme, une nouvelle transformation majeure de la politique du logement a eu lieu aux Pays-Bas dès le début des années 1990, mais avec des motivations très différentes. Le gouvernement a libéralisé le système pour favoriser l'accès à la propriété, s'appuyant sur des avantages fiscaux importants. Un avantage majeur était la politique de déductibilité des intérêts hypothécaires, permettant aux propriétaires de déduire ces intérêts de leurs revenus imposables pendant le remboursement du prêt. Cela subventionnait effectivement l'accession à la propriété et rendait l'achat beaucoup plus attractif que la location. C'était idéal si vous étiez propriétaire, mais le problème, c'est que les locataires ne bénéficiaient pas des mêmes avantages. Les locataires n'avaient aucun avantage fiscal équivalent, même dans un logement comparable. Dans les années 1990, le système favorisait les propriétaires et offrait moins de soutien aux locataires,
marquant un changement politique majeur par rapport aux décennies précédentes. Et dans un pays où environ 30% de la population dépendait du logement social, ce déséquilibre croissant est rapidement devenu une source majeure de tension. La généralisation du logement social avait coûté des milliards au gouvernement, et de nombreux responsables jugeaient qu'il était temps que ces associations de logement social deviennent autonomes. Ainsi, en 1995, le gouvernement a mené une réforme majeure connue sous le nom de Grossing and Balancing Operation, ou Bruteren. Le gouvernement a réduit leur financement, les poussant à fonctionner comme une entreprise privée à but non lucratif, tout en gardant leur mission sociale de logement abordable. Mais cette fois, elle fonctionnait sans aide gouvernementale. Contrairement aux États-Unis, où le logement dépend du marché, dans beaucoup de social-démocraties, ce type de logement appartient souvent au gouvernement. Les Néerlandais voulaient créer un modèle hybride, un secteur du logement non lucratif fonctionnant selon des principes de marché. Mais quand cela a-t-il échoué? Eh bien pour commencer, le nombre de logements construits était resté bloqué à environ 60 000 unités par an en 2000 contre 140 000 nouveaux logements construits chaque année dans les années 1970. En même temps, la population du pays était passée de 10,1 millions en 1950 à près de 16 millions en 2000. Et à cause de l'urbanisation rapide, plus de 80% de la population vivait désormais dans des zones urbaines et suburbaines bien connectées. Bien que les Pays-Bas n'aient jamais totalement privatisé leur logement, ils ont peu à peu arrêté de construire assez de logements pour le maintenir. Une grande partie de cela est due aux premières années après la déréglementation du système. À ce stade, les pénuries de logements étaient passées d'un simple problème technique à l'un des problèmes les plus importants du pays. Le gouvernement a assoupli la réglementation sur la vente du parc de logements, si bien qu'environ 25% des logements des 4 grandes villes de Randstad sont détenus par des investisseurs. Parallèlement, la construction de logements était en baisse, atteignant un point bas en 2014 avec seulement 45 000 logements construits. Avec la croissance démographique, l'immigration et plus d'étudiants internationaux, la pénurie de logements du pays est vite devenue critique. Puis, en 2019, une décision de justice a obligé les Pays-Bas à réduire leurs émissions d'azote, ce qui a immédiatement gelé 18 000 projets, y compris la construction de 23 000 logements qui, à ce jour, n'ont jamais été construits. Le rythme de la construction était déjà en baisse, et maintenant, la pénurie de logements augmentait également. Peut-être que nulle part ailleurs, cette crise ne devenait plus problématique que pour les étudiants. En 2022, les Pays-Bas manquaient de près de 27 000 places en logement étudiant. Et beaucoup devaient attendre jusqu'à 5 ans simplement pour obtenir un logement auprès des fournisseurs présélectionnés par les universités. En 2025 seuls, 44% des étudiants néerlandais vivent hors du domicile familial en logement étudiant. Les étudiants internationaux devaient louer un logement sur le marché privé, n'ayant pas d'autre option. En parlant de loyer, le prix moyen d'une chambre étudiante à La Haye a augmenté de façon spectaculaire de 18,1% entre 2020 et 2022. Les étudiants internationaux représentaient désormais environ 16% de la population étudiante totale, soit à peu près un étudiant sur 6. Dans certaines villes, la situation est si extrême que des tentes hébergent des étudiants sans abri. Cet été-là, l'Université d'Amsterdam a conseillé aux nouveaux étudiants internationaux de ne venir que s'ils trouvaient un logement à l'avance. Mais les étudiants n'étaient pas les seuls à avoir des difficultés. En 2019, 45% des logements dans la Randstad étaient des logements sociaux à louer. Mais là encore, la demande dépassait largement l'offre. Le temps d'attente pour obtenir un logement social est monté à une moyenne de 7 ans, et dans certains cas, il atteignait même 19 ans. Cela tient en partie à ce que les Néerlandais appellent « skierfonen », littéralement « vivre de travers ». Cela concerne les personnes à haut revenu qui restent dans des logements sociaux subventionnés après avoir perdu leur éligibilité. Le logement social vise les personnes seules, gagnant moins de 50 000 € par an, avec l'idée qu'elles déménagent quand leurs revenus augmentent pour laisser la place à ceux qui en ont besoin. Or, ce n'est pas toujours le cas. Certains foyers gagnant bien plus que le montant requis vivent toujours dans ces logements tout en ne payant que 700 € de loyer par mois. Mais est-ce vraiment leur faute ou simplement le système qui fonctionne ainsi? Le marché du logement privé propose peu d'alternatives abordables et offre peu d'incitations à déménager. Les gens restent dans les logements sociaux, empêchant l'accès à ceux qui en ont le plus besoin. Avec des changements aussi drastiques survenus ces dernières années, on peut dire que de nombreux résidents néerlandais n'hésitent pas à exprimer leurs opinions. Les premières de manifestations ont éclaté en 2021, plus de 15 000 personnes se sont rassemblées à Amsterdam et 10 000 autres ont manifesté à Rotterdam un mois plus tard. Et même si cela fait des années, les gens continuent de protester. Cela nous amène à la situation actuelle. Plus de la moitié des jeunes ne trouvent pas de logement à louer. Les étudiants vivent entiers sous des tentes et les familles de la classe moyenne sont exclues des villes où elles ont grandi à cause des prix.
Le problème central de ce débat reste le même qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas assez de nouveaux logements construits et pas assez d'espace pour les construire. Aujourd'hui, les Pays-Bas comptent environ 410 000 logements de moins que de ménages. En 2025, seulement 69, 1200 nouveaux logements ont été achevés, ce qui est bien en dessous de l'objectif de longue date de 100 000 par an. Bien qu'environ 88 000 logements devraient être construits en 2026, le gouvernement n'a cessé de ne pas atteindre ses objectifs en matière de logement ces dernières années, ce qui rend ce chiffre plutôt optimiste. En fait, aujourd'hui, il y a moins de logements à louer disponibles là où la demande est la plus forte. À Amsterdam, 5000 logements locatifs ont disparu car les propriétaires privés possèdent moins de biens qu'avant. De nombreux propriétaires comme eux ici continueront sans doute à vendre leurs logements en 2026, ce qui risque de ne pas améliorer la situation pour les locataires de sitôt. Même si des investisseurs achètent de nouveaux projets locatifs en 2026, ces logements ne seront probablement pas prêts à accueillir des locataires avant 2027 ou 2028. Comme je l'ai dit au début, Amsterdam a été désignée comme la ville la plus chère d'Europe pour la location en 2025. Le loyer moyen a atteint 2164 € par mois. Mais le plus fou, c'est que ce chiffre représente en réalité une baisse de 1,6% par rapport à 2023. Le problème, ce n'est pas que les loyers aient brièvement augmenté, mais qu'ils restent structurellement inabordables. Alors, est-ce que le gouvernement va vraiment faire quelque chose pour y remédier? Au fil des années, les Néerlandais ont trouvé des moyens assez créatifs de créer de l'espace, alors qu'il n'y en a pratiquement pas. Dans le quartier Ebourg d'Amsterdam, il y a ce quartier appelé Waterbucht, qui est entièrement sur l'eau. Il y a un ensemble d'environ 93 maisons flottantes. Ce ne sont pas des péniches ordinaires, mais de vraies maisons flottant près de jetées, attachées à des pylônes en acier. Elle ne bouge qu'en montant et descendant avec la marée. Ce quartier poursuit son développement avec des projets de bureaux, jardins flottants et restaurants. En juillet 2024, le gouvernement néerlandais a instauré la loi sur le loyer abordable, fixant des plafonds pour les loyers des logements de gamme moyenne. Ces logements, trop chers pour relever du logement social, visent néanmoins à rester abordables pour les ménages à revenus moyens. Puis, un an plus tard, en 2025, Amsterdam a commencé à exiger des permis pour les locataires louant ces logements. La nouvelle réglementation permet à la ville de mieux contrôler les locations et leurs prix. Les propriétaires ne peuvent plus choisir librement leurs locataires. Les locataires doivent respecter des critères de revenus précis afin de garantir que les logements réservés à ceux dans le besoin soient occupés par les bénéficiaires légitimes. La résolution de la crise du logement concerne non seulement Amsterdam, mais aussi d'autres villes du pays touchées par la hausse des loyers et des coûts du logement. Il reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour inverser des décennies de pénurie de logements. Merci d'avoir regardé.